Deuxième table ronde pour aborder et vous faire part en fait de retours d'expérience sur des initiatives donc liées à l'agriculture urbaine, en mettant autant que possible l'accent sur la question de l'innovation. Évidemment, c'est le fil rouge du forum Agri-Novembre. Et donc, Pierre Aubignac donc est resté à la tribune, parce que Pierre, donc, outre le fait qu'il préside l'association française donc d'agriculture urbaine professionnel, est également donc cofondateur d'une ferme qui s'appelle Aquacosi, donc il va nous en parler. Et j'invite à me rejoindre donc à la tribune Brice Marlet, donc qui est responsable de production, qui est déjà là. Il a anticipé, donc responsable de production d'une structure qui s'appelle Cueillette Urbaine. Vous verrez donc sur la région parisienne. Julie Ménesson, donc qui est exploitante agricole d'une structure qui se dénomme, bonjour Julie, qui s'appelle donc la Champignonne. On doit parler de champignons a priori. Et puis Victoria Timmerman, donc qui est juriste et qui est travaille au sein d'une structure qui s'appelle GAEC et Société, qui s'occupe d'agriculture de groupe notamment. Pierre Aubignac, donc bonjour à tous les quatre, ou rebonjour pour Pierre. Pierre Aubignac, donc peut-être un mot de présentation sur votre entreprise et ses différentes activités, parce que pour moi, Aquacosi, c'était de l'aquaponie. C'est bien d'autres choses encore. Donc, si vous pouvez nous resituer un petit peu voilà, ce qu'est l'entreprise et ses différentes activités, et puis après, on rentrera dans le détail. Oui, alors effectivement, on a un joli poisson sur le logo. Le projet, c'était l'aquaponie, et pour des raisons de financement, nous faisons de l'hydroponie. Aquacosi, c'est un gros projet de développement de l'agroécologie hors sol, avec une exploitation agricole, donc une EARL à Montauban, où on travaille donc en agriculture urbaine en hors sol, où on fournit une quinzaine de restaurateurs montalbanais, avec essentiellement des fournisseurs également montalbanais ou autour de Montauban. On a également un bureau d'études où on travaille sur... Alors, initialement, c'est l'accompagnement de porteurs de projets. Aujourd'hui, on fait essentiellement de la recherche recherche publique avec l'INRAE et le CNRS, mais également de la recherche privée, donc de la R&D, avec des groupes justement qui s'intéressent au développement de faire des synergies finalement entre leur technologie et l'agriculture hors sol. Et enfin, je suis formateur, je suis enseignant en école d'ingénieur à Toulouse, justement pour faire de la formation sur l'agriculture urbaine et l'agroécologie hors sol, donc en école d'ingénieur et en CFPPA. Et au départ, donc Pierre, quelles sont les analyses, les motivations qui vous ont conduit à se lancer dans cette aventure, parce que c'est une aventure. Oui, c'est un projet un peu fou qui est né en école d'ingénieur avec mon associé, du coup Jérémy Lemoignier. On a été paniqué lors d'un cours. Pour les étudiants qui sont là, si jamais vous l'avez, ne paniquez pas, ça va bien se passer. On nous a expliqué en fait en cours qu'on allait être 2,5 milliards de personnes supplémentaires dans 30 ans. Il allait falloir les nourrir, et on plafonnait sur quasiment tous nos volumes de production. Il fallait également les loger, et avec les phénomènes de changement climatique que nous connaissons actuellement, on va avoir moins de terres arables. Et le prof a conclu en disant dans 30 ans, vous allez devoir le gérer. Et on s'est dit, oula, comment on va faire? Et donc, grosso modo, on s'est dit, manque d'espace finalement agricole, on va essayer d'en recréer. Donc nous, le projet, c'est vraiment de recréer de l'espace agricole dans l'espace urbain. L'avantage du hors-sol, c'est qu'on travaille sur des gros aquariums, donc on peut produire sur des anciens parkings, des zones justement imperméabilisées. C'est redonner une valeur agricole à des terrains qui soit n'en ont pas, soit justement qui l'ont perdu par l'imperméabilisation. J'ai eu souvent l'occasion d'échanger avec comme Marie-France Salle, des responsables élus de collectivités sur les problématiques de PAT. Et je me souviens, Édouard Bordelais l'a évoqué tout à l'heure, avoir échangé avec le vice-président de la communauté d'agglo de La Rochelle, qui, me parlant effectivement des objectifs de recréation de ceinture verte, il me dit j'ai quand même une crainte au fond, c'est que tout ça soit une fabrique à pauvres. Et non, mais c'était ces termes à l'époque. Alors ça date un peu, peut-être que depuis ils ont trouvé des solutions.
Je vous dis ça parce que j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer sur en quoi les différentes sources d'innovation qui ont été les vôtres ont pu être déterminantes pour construire un modèle économique qui soit viable. Parce qu'au fond, alors bien sûr, il y a des initiatives qui sont soutenues par les collectivités, départementales, régionales et puis même donc les communautés d'agglo. Mais au bout du bout, il faut quand même se pencher un tant soit peu sur la viabilité des structures. Pour ce qui vous concerne, en quoi l'innovation donc, vous a permis d'aller vers cette viabilité ? Alors, c'est une question très compliquée. Effectivement, alors nous, on a eu le droit au soutien de la commune de Montauban, donc il y avait des concours d'innovation dont nous avons été lauréats. Ça a été des soutiens très importants. Hein. On parlait de soutien politique tout à l'heure, mais c'est réellement important. On a après, on a une vision de l'agriculture où l'objectif de toute façon n'était pas de faire fortune, mais de permettre à d'autres, c'est le problème des pionniers, mais de permettre à d'autres de s'installer plus facilement. Donc, nous, les innovations, ça nous a permis d'approcher différemment l'agriculture. On se sentait, moi, je suis issu pour le coup du milieu rural, du milieu agricole. Moi, je me sentais pas de travailler la terre comme l'ont fait mes parents et mes grands-parents. C'était de faire une autre approche. Donc, finalement, cette innovation, moi, ça m'a permis de m'installer. Ça m'a permis également d'avoir une autre approche, de faire aussi d'autres activités à côté, d'avoir accès à d'autres sources de financement que je n'aurais pas eu si j'avais pas fait d'innovation. Finalement, ce concours d'innovation nous a été vraiment vital. Donc voilà, c'est pas de l'agriculture classique de faire de l'agriculture innovante, littéralement. C'est une autre approche, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et c'est stimulant et ça permet du coup d'autres approches économiques. Et c'est en tout cas la diversification de vos activités qui vous ont permis de conforter l'ensemble et de le faire tenir économiquement ? Clairement. Clairement. Merci Pierre. Brice Marlet, donc bonjour Brice. Bonjour. Un mot de présentation peut-être de votre structure, Cueillette Urbaine, hein, sur son offre, son organisation, qu'on sache un petit peu de quoi il retourne. Bonjour à tous. Du coup, on est une entreprise d'agriculture urbaine parisienne. On a été fondé en 2016. Nous sommes 8 personnes, 3 s'occupant de la partie gestion de projet et le commercial et 5 responsables de site en agriculture urbaine. On propose 3 offres. Une offre de ferme productive, c'est-à-dire pour les entreprises, on fait l'étude, la conception, l'installation et souvent l'exploitation de la ferme urbaine pour leur compte. Les produits sont destinés la grande majorité du temps à la restauration collective de l'entreprise. On a une offre de potager participatif d'entreprise. Donc là, c'est des projets à plus petite échelle où le but est de faire le lien social entre les collaborateurs. Donc ce sont les salariés qui s'occupent du potager avec notre aide. Et enfin, on a une offre d'atelier autour de l'environnement, de la nature et de l'agriculture en général pour les collaborateurs des entreprises. D'accord, donc une offre qui s'adresse presque exclusivement au monde de l'entreprise, en fait. Oui. Et pas aux particuliers, pour le coup. Non, pas aux particuliers. On travaille un petit peu avec les collectivités, la mairie de Paris, la mairie de Saint-Ouen. Voilà, c'est quelques collectivités, mais majoritairement les entreprises. Ouais. Et donc finalement, quand on évoque l'aspect innovation, l'innovation qui est portée par Cueillette Urbaine, elle est plus encore sur le service, l'animation que vous êtes capable de proposer que sur la production agricole en tant que telle en milieu urbain. Oui, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, l'agriculture urbaine à Paris et en région parisienne, enfin en tout cas pour nous, pour Cueillette Urbaine, on n'a pas vocation à avoir une production importante. La production que l'on fait, que l'on produit par an, représente une infime part de notre chiffre d'affaires. Voilà, nous ce qui nous rémunère, ce qui fait partie de notre chiffre d'affaires, en grande majorité, à environ 60%, c'est l'installation de projets en agriculture urbaine pour des entreprises. À 30% ensuite, c'est la maintenance que l'on vend à l'année.
voilà, pour entretenir le site. En contrepartie, voilà, ils ont les fruits et légumes, herbes aromatiques. L'entreprise a ces produits-là de manière gratuite. Et enfin, on est à 10% avec les ateliers dont j'ai parlé précédemment. Ces ateliers, voilà, ils sont très importants. Ils nous permettent de toucher environ 2000 personnes par an sur le thème de l'agriculture et de pouvoir faire une passerelle entre les urbains et le domaine agricole, l'agriculture rurale. C'est une des vertus du développement de l'agriculture urbaine que justement de permettre cette passerelle et de recréer du lien entre la cité et le rural. Et on voit bien aux zones de friction que parfois ce dialogue il est difficile. Donc l'agriculture urbaine peut participer à ça. Le modèle économique de l'entreprise Cueillette Urbaine, il est à peu près trouvé. Vous êtes dans vos objectifs. Oui, il est trouvé. On l'a, enfin pas moi personnellement, mais les fondateurs l'ont cherché pendant un moment. Voilà, on s'est rendu compte que là on est 8, on peut pas. Pour parler concrètement, on peut pas payer nos salaires juste avec les productions que l'on émet sur nos toitures. Voilà, on est majoritairement en toiture et on a des sites, comme l'a dit Pierre, qui sont plutôt petits. Ça va de 50 mètres carrés au plus grand à 1100 mètres carrés. Donc voilà, c'est des productions qui sont quand même plutôt insignifiantes. Vous êtes donc positionné sur la région parisienne. Il y a des perspectives de développement pour aller vers d'autres agglomérations en France ? Oui, si des contrats se signent, bien sûr, on est parti pour partir en région, oui. On avait monté un projet à Tours et un au Luxembourg, mais voilà, c'est majoritairement en région parisienne pour l'instant que ça se fait. Les perspectives de développement, c'est voilà, installer plus de projets et sensibiliser plus de monde, bien sûr. Merci Brice. Julie Ménesson, donc là on va parler agriculture au sens strict du terme, puisque vous êtes agricultrice aujourd'hui, vous avez le statut d'agricultrice. Un mot peut-être de votre parcours professionnel et de ce qu'étaient vos motivations aussi pour s'installer en tant qu'agricultrice, parce que j'ai l'impression que pour ce qui vous concerne, le projet professionnel était aussi un projet de vie. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il n'y a encore pas si longtemps que ça, moi j'étais dans le domaine commercial. Donc, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. J'étais cadre commercial, donc c'est une reconversion professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, j'ai ma famille, mes grands-parents, mon père qui était agriculteur. Et je pense, comme pour beaucoup, j'ai été poussée à faire des études. Il fallait absolument pas que j'aille dans ce domaine-là. Pourtant, je suis passionnée depuis toute petite par le milieu du vivant, les arbres, les végétaux, les animaux. Comme quoi, les parents, ils n'aident pas toujours au renouvellement des générations en agriculture. Non, hein. non. Ma fille ne fait surtout pas ce métier. C'est exactement ça. En fait, il me l'a jamais dit, mais il m'a poussée à faire autre chose absolument que de me tourner vers cet univers. Et puis... Voilà, il s'est passé à un moment donné un déclic où je me suis dit mon métier il est très bien, il me permet de bien gagner ma vie, mais est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît ? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça encore des années ? Et puis la réponse a été non. Le confinement Covid est passé par là ? Je pense que pour beaucoup de monde ça a été ça, mais ouais, c'est en particulier le confinement, ça permet de se remettre en question et puis de prendre des décisions à ce moment-là. Ouais. Et bon voilà, et c'est comme ça s'est fait. Donc reprise de formation pour passer un brevet de professionnel responsable d'entreprise agricole. Et là, à ce moment-là, on a la possibilité de se poser plein de questions, de faire des stages, de découvrir tout type d'agriculture, aussi bien celle qui va être dans la campagne que celle qui va être en ville. Et moi, ça m'a permis de rencontrer les personnes qui m'ont conforté dans le projet de me lancer dans l'agriculture urbaine. Donc moi je suis passionnée par le végétal depuis petite, mais surtout les champignons. J'allais aux champignons avec mon père, on ramenait des champignons dès que c'était la saison. Et j'en cultivais déjà à la maison pour loisir, voilà, pour m'amuser. Je trouvais ça marrant et fun et puis génial voir ces champignons pousser de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et j'ai décidé de faire un stage dans une champignonnière à Bordeaux, qui se trouve être celle que j'ai reprise aujourd'hui en fait. Et donc lorsque j'ai découvert
ce bunker de la Seconde Guerre mondiale implanté en plein quartier Bacalan à Bordeaux avec des champignons qui poussaient à l'intérieur. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux. Et puis, je me suis lié d'amitié professionnelle avec le responsable à ce moment-là qui m'a avoué que lui, il avait plus le temps, il avait plus l'envie de s'occuper de son bébé, quoi, de son entreprise, et il cherchait quelqu'un pour reprendre derrière lui. Et moi, j'y ai vu une occasion géniale de pouvoir me lancer dans ce que j'avais envie de faire, et sans avoir non plus tout à établir, c'est-à-dire que la champignonnière était déjà existante, le matériel était déjà là, il y avait déjà des clients. Donc voilà, c'était aussi pouvoir commencer facilement dans ce milieu-là. Et puis voilà, je trouvais le contexte super intéressant et voilà. Et le fait de pouvoir dire à ses clients, je produis localement à 2 pas de chez vous, puisque bon, vous commercialisez sur l'agglomération bordelaise, j'imagine, pour l'essentiel. Oui, tout à fait. C'est à l'évidence un atout. Vous ressentez cette attente des consommateurs pour une production de proximité, sans aller forcément sur des labels quant au mode de production, mais le fait que ce soit Oui, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui plaît beaucoup. Moi, je sais que systématiquement, de toute façon, on me demande. Les clients, quand je vais sur les marchés, que je rencontre des particuliers, ils me demandent où c'est que je produis, où c'est que je suis installé. Et lorsqu'ils apprennent que, effectivement, les champignons sont produits à quelques kilomètres de chez eux, voire à quelques mètres, parce que c'est vrai que je vends très très localement. Voilà, ils sont super contents et la question n'est pas de savoir si je suis bio et comment je cultive mes produits, mais surtout qu'ils sont produits vraiment pas loin de chez eux, dans quel type de bâtiment. Ça les intéresse énormément et du coup ça les conforte à acheter mes produits. Et puis ça les flatte aussi parce que pour ceux qui habitent vraiment juste à côté, ils sont super fiers d'avoir quelqu'un qui valorise par exemple pour mon cas, un bâtiment qui fait partie du patrimoine historique, qui fait partie de leur quartier, qui n'était pas utilisé avant, qui était plutôt des squats. Donc on rentrait dedans, on ne sait pas ce qu'on y faisait. Maintenant, ils sont utilisés, et donc ils sont aussi surveillés, ils sont entretenus. Il y a de la vie autour, et eux, ils nous voient tous les jours, ils peuvent discuter, échanger, acheter les champignons. Franchement, c'est vraiment une valeur ajoutée, pour moi. Vous l'avez évoqué, donc vous êtes passé par la case formation, c'était donc une reconversion. J'imagine aussi que le processus d'installation, on le sait en agriculture, c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de démarches à accomplir. Quel est votre regard sur l'accueil, sur l'accompagnement des différentes parties prenantes qui ont été mobilisées à vos côtés pour tenter de concrétiser votre projet? Ça a été efficace, ça a été fluide, ça a été... Quel regard vous portez sur cet accompagnement? Alors, c'est sûr que le parcours d'installation, c'est un parcours un peu long, semé d'embûches. Moi, j'ai été super bien accompagnée parce que pendant cette formation, pendant ces stages, j'ai réussi à me faire un réseau qui m'a permis d'avoir les bons conseils pour pouvoir vraiment bien m'installer. Après, il faut être motivé, il faut travailler, il faut aller faire des recherches, mais j'ai été accompagnée immédiatement par la Chambre d'agriculture qui propose un accompagnement. Alors évidemment, il est payant, cet accompagnement, mais cela dit, le fonds est super intéressant parce qu'on a des conseils efficaces, on a un accompagnement à n'importe quel moment, entre guillemets. Si on a besoin d'aide, on appelle, on a un coup de main, et puis ça permet aussi d'aller soutenir derrière les demandes de financement bancaire avec quelqu'un qui a du recul sur en l'occurrence pour ma part, sur la production de champignons. Et le fait que vous soyez sur précisément une installation hors cadre familial, même si vous avez des origines agricoles, mais hors cadre familial quand même hors cadre. Et puis sur un projet d'agriculture urbaine, pour le coup, là, vous n'avez pas senti de réticence particulière chez le banquier pour dire, voilà, encore un projet atypique, est-ce que c'est bien sérieux? Alors, j'ai pas senti de réticence, mais plutôt des questionnements, parce que c'est vrai que les banquiers, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas de recul sur ces chiffres-là, donc en fait, j'ai été obligée de tout lui amener, et avec des calculs vérifiables. Maintenant, il a fallu qu'à un moment donné, il fasse confiance à mon projet,
en moi, et puis la personne de la Chambre d'agriculture qui connaît bien et qui m'accompagnait. Ouais. Donc c'est une question de confiance aussi, je pense. Après, voilà, d'engagement du porteur de projet. D'engagement, il faut montrer qu'on a travaillé, qu'on a étudié, qu'on a fait des études de marché, qu'on sait combien de quantité on va vendre, à quel prix. Voilà. Après, c'est pas forcément la réalité derrière. Hein. On projette quelque chose et puis il y a des aléas. Voilà. Ouais. Mais oui, il y avait de la réticence, mais pas à cette forme de réticence-là, hors cadre familial. C'est atypique. C'était plutôt, moi, j'ai pas de recul sur cette agriculture-là. Je trouve le projet super intéressant. J'attends à ce que derrière vous m'ameniez des informations, des chiffres qui me donnent envie de vous accompagner en fait. Vous en êtes où aujourd'hui ? Eh bien là, je suis sur ma 2e année de production, donc c'est quand même une installation assez récente. Donc je suis encore dans la phase de démarrage, hein, on va dire. Tous les investissements qui devaient être faits ont été faits. Maintenant, voilà, il faut que ça roule, mais sinon ça marche très bien. Avec le bouche à oreille, j'ai de plus en plus de demandes de clients pour acheter des champignons frais, mais je produis aussi tout ce qui est déshydraté, donc champignons déshydratés, poudre, sel aromatique. J'essaye d'avoir le moins de pertes possible, donc j'élargis un petit peu ma production. Je fais aussi des visites sur mon site de production, donc tout ça me permettant d'avoir un revenu diversifié aussi. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas forcément la capacité de dire que j'arrive à me dégager un revenu, mais je peux déjà payer toutes mes charges et laisser de l'argent sur le compte bancaire. Donc j'espère que rapidement, si j'arrive à suivre ce plan de développement que j'ai pondu au départ, j'arrive à me sortir un salaire. Bon, de toute manière, c'est pas très différent de ce qu'on rencontre dans les installations de l'agriculture tout court. Hein. J'ai rarement vu des jeunes agriculteurs qui arrivaient à dégager un revenu les premières années. Voilà. Pierre, pardon, je te voyais opiner du chef sur la problématique finalement de la reconnaissance aussi hein, de ces projets d'agriculture urbaine avec parfois des interlocuteurs qui ne sont pas réticents, mais qui, parce qu'il n'y a pas de référence économique, ont du mal à se projeter et à dire si, selon eux, le projet est viable ou pas viable, quoi. Ah oui, enfin, moi, ça faisait musique à mes oreilles. Hein. Clairement, on a mis 2 ans pour réussir à trouver une banque qui nous accompagnait pour exactement les mêmes raisons, en disant il nous faut des chiffres. Bah oui, mais on est les premiers localement, alors forcément, on n'en a pas. Mais c'était très, très compliqué. Nous, on a eu un accompagnement plus compliqué aussi avec la Chambre d'agriculture, pour le coup. Ça s'est pas très très bien passé sur cet accompagnement-là. Mais bon, c'est ça aussi, par contre, très dépendant des personnes. Pareil, en fait, c'est pas forcément une histoire de banque, c'est pas une histoire de syndicats, de chambres, de quoi que ce soit. En fait, c'est beaucoup une histoire de personnes qui acceptent d'accompagner ou pas, qui croient au projet et qui derrière justement vont tout mettre en œuvre pour porter le projet. Mais oui, que ce soit au niveau de la famille ou moi, pareil, ils poussaient un peu pour non, mais c'est bien, va faire autre chose. Et quand ils ont appris que j'étais agriculteur, ils ont tiré la tête. Et pareil, finalement, pour les personnes qui nous accompagnaient, où c'était pas évident au démarrage. Merci Pierre pour ce témoignage. Merci Julie. Victoria Timmerman, donc juriste au sein d'une structure qui s'appelle GAEC et Société. Donc on voit à peu près de quoi il retourne, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot plus précisément de ce qu'est cette structure et puis surtout son rôle, ses missions ? Bonjour à tous. Alors GAEC et Société, c'est une jeune association qui est née en 1961. Qui a été créée par les OPA majoritaires, donc Organisations professionnelles agricoles. Donc on est une association, mais quand même fondée par JA et la FNSEA, pour ne pas les nommer. On a 3 missions majeures, c'est analyser, promouvoir et défendre les sociétés agricoles. Donc qui dit société agricole dit GAEC, SEA, EARL, GFA, pour les principales, mais depuis 1961, aujourd'hui on est en 2023 et donc depuis on s'intéresse à toutes les nouvelles formes d'agriculture. Donc en gros ça va des holdings aux sociétés commerciales à l'agriculture urbaine. Et on a 2 autres volets, donc c'est l'accompagnement humain des associés d'exploitation. Donc on développe d'autres compétences que l'économie, la fiscalité et le droit. Et enfin, on a un gros travail d'édition. On a une revue, on participe à des guides, etc. Et enfin, on a un gros travail aussi sur l'évolution des lois pour faire en sorte que les sociétés soient toujours adaptées aux exploitants et à la société. C'était le sens de ma première question d'ailleurs. Est-ce que vous considérez, au regard des études qui ont été conduites,
peut-être des projets que vous avez pu accompagner. Est-ce que le cadre juridique qui est celui de l'agriculture, on avait commencé à évoquer la question avec Pierre Aubignac, est-ce qu'il vous paraît adapté pour répondre aux spécificités de l'agriculture urbaine avec sa multiforme, multi-activité? Est-ce que les choses sont bien en adéquation ou il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire évoluer le cadre? Alors en fait, on a expertisé justement le droit rural tel qu'il existe aujourd'hui. En fait, si on lit le code rural, bon, je vais vous passer les détails techniques aujourd'hui, mais en fait, la définition agricole de l'activité, la définition agricole du code rural et la définition du bail rural, par exemple, n'exclut pas l'activité agricole en ville. On parle de toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole pour une activité agricole. Donc il n'y a rien qui définit si c'est en milieu rural ou urbain. Sauf qu'aujourd'hui, le bail rural, ce serait vraiment ce qui serait le mieux pour les projets agricoles en ville, tout simplement parce que c'est un bail long, donc qui permet des investissements financiers, une sécurité pour les porteurs de projets. C'est aussi un bail qui assure, qui a une fiscalité intéressante sur la transmission, mais qui permet aussi des indemnisations. Bon, il y a tout. C'est un bail qui est assez sécurisant pour le porteur de projet. Sauf que le loyer le loyer est encadré et donc en fait en ville, si sur un toit par exemple de Bordeaux ou de Toulouse on commence à encadrer les loyers, ça devient un peu compliqué pour les propriétaires et donc le bail rural est compliqué à mettre en ville, mais pas forcément par rapport à la législation, mais juste par rapport aux pratiques et relations ville et milieu rural. Donc en fait, pour faire bref et pour répondre à la question, la législation permettrait que la législation agricole arrive en ville, mais en pratique, c'est un peu plus complexe que ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les projets vont beaucoup plus vite que la réglementation. Et donc la réglementation étant un peu en peine, les projets ne peuvent pas être sécurisés, avoir des projets économiques viables, et donc avoir des projets d'une haute importance parce que la législation traîne. Donc il faudrait avoir une législation qui soit adaptée à ces projets d'agriculture urbaine pour justement les soutenir et les pérenniser. On l'a vu, l'agriculture urbaine, elle pouvait être aussi bien, je crois que c'est Isabelle Duvernois qui l'évoquait, aussi bien collective qu'individuelle. En quoi l'agriculture de groupe, parce que GAEC et Société participent à la valorisation de cette forme d'agriculture, en quoi l'agriculture de groupe peut-elle finalement constituer un levier pertinent pour faciliter le développement de l'agriculture urbaine ? En fait, on parle beaucoup d'économie, de foncier, de statut, de droit social. C'est normal, ça constitue les bases d'un projet économique. Sauf que l'agriculture de groupe, c'est d'abord l'humain. En fait, chez GAEC et Société, on s'est rendu compte assez tôt que, en fait, même une société qui était assez stable fiscalement, socialement et économiquement, si les hommes à l'intérieur de cette société ne s'entendent pas, la société périclite. Et même quand l'économie va très bien dans la société. Donc aujourd'hui, nous, on travaille aussi, par exemple, sur la mise en place d'un dispositif national qui s'appellerait le droit à l'essai et qui permettrait à des jeunes entrants dans le milieu agricole, qu'ils aient 22 ou 45 ans, de s'essayer dans une société avant de s'installer. On développe aussi beaucoup l'accompagnement humain et ça, c'est notamment grâce à Dominique Chapollard qui, sur le territoire, a porté ce sujet-là sur tout le département et tout le territoire national. L'accompagnement humain des associés pour qu'ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'on veut à 5 ans, qu'est-ce qu'on veut à 10 ans, c'est quoi un excédent brut d'exploitation. Papa, je m'installe avec toi, mais en fait, il y a quoi concrètement sur tes comptes courants d'associés ? Enfin, tous ces sujets-là qui font qu'une fois que ces sujets-là sont stabilisés entre les hommes, la société se pérennise. Et que ce soit en fait dans le milieu rural ou urbain, c'est des sujets qui n'ont pas de délimitation géographique. Merci Victoria donc pour ces précisions. On est arrivé au terme de cet échange. Donc on a un bon 10 minutes, un quart d'heure devant nous pour éventuellement donc prendre des observations et répondre à des questions. Alors, je ne vous vois toujours pas, j'en suis désolé. Je dois froncer les yeux, ça va être horrible. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Profitez-en parce que on a nos intervenants avec nous. Certains de la première table ronde sont toujours là, donc ils pourront répondre.
Non, pas de questions? Ben dites-moi. Ah. C'est la première qui est la plus difficile. Merci. Harald Droit-Petit, moi je suis chargé de projet sur l'agrocampus. C'est pas une question, c'est juste une remarque. J'étais juste un peu gêné par le terme d'agroécologie quand on parle d'aquaponie ou d'hydroponie, puisque l'agroécologie, donc certes il y a de la production agricole, mais c'est censé fonctionner avec son milieu, et justement sur de la culture hors sol, pour moi on s'affranchit du milieu. Donc voilà, c'était... Bon, après, c'est une question aussi de comment dire. C'est un débat qui pourrait prendre des heures, hein, mais c'est quand même une remarque qui appelle une réponse. Hein, donc... Complètement. Non. Pardon. Oui, ça marche. Non, c'est un sujet très juste. Alors, on n'est pas éco-responsable. Là aussi, il y a un grand sujet sur l'éco-responsabilité. Qu'est-ce qui est éco-responsable ou pas? On travaille avec le milieu, par contre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes. Au même titre, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'agroécologie hors sol. C'est au même titre qu'en plein champ, vous avez différentes formes d'agriculture qui sont beaucoup liées aux valeurs, hein, qui étaient présentées justement en introduction aux valeurs de l'exploitant. On va avoir en fait la même chose aussi dans le hors sol. Et en fait, dans le hors sol aujourd'hui, on a différentes manières de faire. Nous, on travaille littéralement avec le milieu. C'est-à-dire que là, ce matin à la serre, j'avais de l'eau jusque-là, des grenouilles partout à l'intérieur, et on entretient des jachères fleuries ou autres. C'est-à-dire qu'on est vraiment très lié à l'environnement. Et l'idée est juste de passer en hors-sol pour redonner en fait une vocation agricole au terrain. Mais il n'y a pas en dehors des pompes, qui sont des pompes de piscine sur mon exploitation et la machine à café, j'ai pas de technologie sur site. Et on fait du zéro traitement, donc c'est qu'avec l'écosystème extérieur ou autre, c'est-à-dire qu'on essaye de faire les choses de manière la plus agroécologique possible, mais à 200% avec la remarque, entre ça et faire de la permaculture en plein champ, on est d'accord que ça n'a rien à voir. Voilà. Peut-être Brice, si tu veux intervenir, toi. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Oui, sur le hors-sol, voilà, Pierre a parlé des pompes. Voilà, il y a les engrais, les nutriments que l'on met dans le système hydroponique. Il existe deux catégories d'engrais pour les agriculteurs, les engrais minéraux, mais il existe aussi maintenant des engrais utilisables en agriculture biologique, des engrais organiques utilisables en hors-sol. Et j'imagine c'est ce que Pierre utilise et c'est ce qu'on utilise également à l'entreprise. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, alors. Ouais, attends, juste pardon, pour rebondir, je ne parlais pas du tout du côté vertueux ou quoi des pratiques, hein, que je conteste pas du tout. Hein. J'imagine qu'il peut même y avoir des pratiques plus vertueuses, entre guillemets, que des pratiques plein champ. Après, bon, ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. Mais c'était juste une question par rapport au milieu, où justement, pour moi, c'est ce que vous dites aussi, le milieu, en quelque sorte, vous le créez, vous l'amenez en ville. Enfin voilà, c'est un système qui pour moi est plus indépendant que l'écologie au sens du lien à la terre. Mais bon, voilà, c'est aussi une question de débat et de philosophie peut-être de ce que ça regroupe. Merci. Alors il y avait une question juste en face. Oui, là. Alors il y a un micro qui va vous parvenir dans quelques instants. Pensez à vous présenter. Comment? Je l'éteins après, pas de problème. Mais, bonjour. Bonjour. Marc Binet, je suis agriculteur, je suis formateur, consultant en agroforesterie, enfin moi, je fais pas mal de choses. Et je suis porteur de projet actuellement d'un projet d'agriculture urbaine. Bon, j'avais déjà eu une petite discussion là-dessus, mais je m'interroge sur le fait, en fait, c'est plutôt sur le côté de la peur, puisque du coup, actuellement, sur l'agriculture urbaine, les plus grosses sociétés, en tout cas beaucoup de sociétés, se cassent carrément la gueule, pour pas dire d'autres termes. Infarm, enfin toutes les grosses néopharm ne sont pas en super forme en ce moment. Aéropharm en Allemagne, enfin voilà, les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Américains se cassent vraiment la figure de fait de leur système économique qui n'est pas viable.
Voilà, et je me demande ce qu'il en est de vous, présent là, et surtout je me demande, est-ce que ça vous interroge pas pour la suite, puisque du coup c'est certainement un manque de... Enfin, c'est vraiment pour creuser le côté, voilà, je m'interroge pour plus tard, c'est-à-dire que je monte un projet, mais si pour qu'il se casse la gueule dans 4 ou 5 ans, ça m'intéresse moyen, quoi. Donc voilà, je voudrais savoir un peu votre ressenti. Est-ce que vous l'avez, vous, senti aussi cette espèce de, on va dire, d'emballement qu'il y a eu au début et qui est maintenant peut-être un peu moins frappant, ou est-ce que non, pour vous tout va bien? Pierre, peut-être? Oui. Ok, ça marche. Alors, Oh zut. vas-y. Il faut Ça éteindre remarche? l'autre Ouais, ça y est. éteindre l'autre micro. Oui. Alors, j'ouvre le bal. Je vais essayer de répondre comme je peux. Il y a beaucoup de grosses structures, effectivement, ces dernières années, qui vont mal. Qui vont mal, qui sont rachetées, qui évoluent effectivement très rapidement. Il y a eu un gros engouement. Alors après, je tiens un peu à nuancer le propos. C'est des structures en général qui sont avec un modèle économique très particulier, sur de très grosses levées de fonds, qui font vraiment du high-tech. On est vraiment sur un format start-up de l'agriculture urbaine. Pour prendre un peu plus ma casquette à FOP, au sein de la FOP, on en a très peu des startups. On est plutôt sur de petites exploitations, des maraîchers. Voilà, on n'est pas du tout sur ce format startup-là, ce qui fait qu'on a un modèle économique, même si on doit un peu le réinventer sur de l'animation ou autre, on reste sur de la production agricole avec des investissements souvent sur fonds privés et ainsi de suite. Donc pour ma part, je ne suis pas inquiet pour ma structure plus que je ne l'étais il y a 2 ans. Voilà, on a un modèle économique pareil où on suit un plan de développement. Alors nous, on a eu quelques petites péripéties, mais globalement, il n'y a pas eu d'événement en dehors du Covid qui ait révolutionné notre modèle économique. Donc depuis le Covid, ça n'a pas beaucoup bougé. Je ne suis pas particulièrement inquiet, non, pour les années à venir, comme théoriquement, Montauban devrait toujours avoir besoin de légumes dans les années à venir. Voilà. Oui, alors il faut éteindre là-bas pour allumer ici. C'est un à la fois. On se rend compte aussi qu'en fait, en agriculture urbaine, il y a aussi beaucoup d'a priori sur les modèles économiques. En fait, aujourd'hui, il y a quand même 3... Effectivement, bon, l'agriculture pure, on connaît les modèles. En agriculture urbaine, aujourd'hui, on dessine à peu près 3 profils de projets agricoles. Donc, il y a les jardins potagers, les fermes urbaines pédagogiques. Donc, elles font 50% de revenus de la production et 50% c'est autre chose. Et ensuite, il y a les fermes urbaines spécialisées qui font plus de 50% de leurs revenus qui provient de la production agricole. Et puis, donc du coup, de ce fait, il y a des GAEC en agriculture urbaine, par exemple. Je crois qu'à la FOP, il y a 2 adhérents qui ont eu la DJA. Donc voilà, il faut aussi casser ces a priori sur l'agriculture urbaine. On peut aussi on peut mettre un GAEC à Lyon ou à Marseille, voilà. Et donc du coup profiter de certains sources de financement agricoles classiques. Mais tout en sachant que bien sûr l'objectif c'est d'évoluer aussi, de faire évoluer la source économique et financière des projets agricoles urbains autres qu'agricoles purs. Mais voilà. C'était juste pour nuancer. Merci Victoria. Brice, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non, c'est bon. Il y avait le micro. Pierre a tout dit. Juste oui, pour les grosses entreprises qui se sont cassées la gueule. Voilà, c'était des entreprises très tech sur du hors-sol, en indoor, sans doute avec pas mal de charges d'exploitation, enfin des grosses charges d'exploitation. Voilà, et avec un contexte. Par exemple pour la France qui était peut-être pas forcément adapté. Je parle, par exemple, je ne juge pas, mais d'Agricool qui essayait de faire des fraises dans des containers. Voilà, il y a pas mal de charges d'exploitation, polliniser les fraises, etc. Voilà, c'était un modèle peut-être un petit peu compliqué. Donc les entreprises d'agriculture urbaine actuellement, vraiment sur petite surface, se diversifient et ont des modèles économiques mixtes. Celles qui sont plus en périurbaine peuvent axer peut-être majoritairement leur chiffre d'affaires que sur de la production.
Ce qui est pas le cas, par exemple, nous, quand on est vraiment dans le centre de Paris et qu'on a peu de surface. Voilà. Merci Brice. Autre question. Alors, je vois une main qui se lève. Vous pensez à éteindre le micro, oui. Sinon, on ne peut pas prendre la question. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Elisa, je suis étudiante du coup à l'IUT de Auch. Je voulais rebondir sur tout ce qui est hors sol, tout ça, par rapport aux pollinisateurs. Et je voulais savoir, du coup, si on fait tout sur les toits, en agriculture urbaine, tout ça, est-ce que ça va être principalement, du coup, pour la production, donc manger, ou est-ce qu'on va essayer de faire aussi pour la semence, tout ça? Parce qu'au final, ça devient un peu compliqué pour faire notamment la semence, en fait. Pierre ou Brice, comme vous voulez. Ouais, je commence, au pire tu complèteras, Brice. L'enjeu semence est très particulier, c'est-à-dire qu'on va avoir des semences pour beaucoup, alors je parle des maraîchers, voilà. Mais on n'a pas d'exploitation céréalière en toiture encore, je crois pas. Mais pour les maraîchers, on a des semences parfois justement paysannes qu'on peut garder d'une année sur l'autre. Après moi, sur mon exploitation, par exemple, je vais avoir plus d'une trentaine d'espèces végétales différentes. Je vais pas garder les semences entre un basilic rouge et un basilic vert, sinon je les ai panachés. Enfin, en fait, il y a plein d'enjeux où faire de la semence, c'est un vrai métier. C'est pas le nôtre, et pour beaucoup en fait on est plutôt sur des vocations de production, là où il y a des semenciers, on a cette chance en France d'en avoir pas mal. Il y a beaucoup de semenciers sur site. Alors après ça peut s'envisager, il n'y a pas de contre-indication pour la production de semences en toiture. Je sais pas si je réponds bien à la question. Il n'y a pas de contre-indication, mais c'est vrai que je ne connais pas de structure qui fasse de la production de semences. On est plutôt tous sur de la production alimentaire parce que c'est aussi un besoin et un enjeu en ville. Beaucoup plus que de semences. Voilà. Vous savez qu'on est dans l'Albret, Pierre. Hein. Je veux dire, on est dans l'Albret ici. Hein, donc, et l'Albret, c'est une terre de semenciers. Peut-être ont-ils réfléchi, alors, je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle, peut-être pas, mais peut-être ont-ils réfléchi à la question effectivement du marché des semences sur les toitures de Paris, de Bordeaux, de Lyon ou de Toulouse, j'en sais rien. Non, j'ai rien à ajouter. Semencier, c'est un vrai métier et on n'a pas les compétences. Ouais. Allez, autre question ou remarque? Non, on a tout épuisé? Je vois rien du tout. Bonjour. Pensez à vous présenter. Julie Foulon, enseignante à l'IUT à Auch. Une petite question sur les champignons. Je sais qu'il y a une entreprise à Marseille, les champignons de Marseille, qui fait des pleurotes sur des résidus de marc de café. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire tout ce qui est réutilisation, du carbone ou ce genre de choses pour les champignons? Alors, il faut éteindre votre micro. Hein. Ça y est, c'est fait? C'est bon? C'est bon. Alors, oui, effectivement, c'est des sujets qu'on travaille. Mais on peut tout à fait faire cette récupération de marc de café dans des entreprises de torréfaction, dans des bars et autres. J'ai une petite anecdote. Moi, j'ai quelqu'un que je connais bien qui s'est lancé là-dedans sur la culture de pleurotes. Et malheureusement, il s'est lancé là-dedans juste avant le Covid. Et il s'est retrouvé avec plus de fournisseurs de marc de café. Donc en fait, oui, on peut, à condition que ce ne soit pas le seul apport. Et le pleurote est le champignon par excellence qui est capable de s'implanter dans de nombreux matériaux divers et variés. Je pense qu'il va être utilisé pour décontaminer les sols. Il y a des tests qui sont faits également sur des cheveux qui ont imbibé du pétrole dans la mer. Enfin, c'est un champignon qui peut pousser même sur des mégots de cigarettes, à condition que systématiquement il y ait une autre source d'alimentation à base de glucides pour le champignon. Donc c'est des céréales, c'est du son. Donc le marc de café, c'est très bien, mais ça peut pas être le seul aliment. Et donc on peut faire de la récupération, mais à condition qu'il y ait aussi un autre apport. Alors il y en a qui essayent avec de la drèche de bière, il y en a qui essayent avec... On essaye plein de choses.
Mais aujourd'hui, pour l'instant, on en est au stade des tests. J'en ai un autre qui a essayé de faire ça sur de la drèche et il a fini par commander des substrats de paille déjà ensemencés parce que finalement, ça commençait à poser de problèmes. Donc, il faut encore travailler là-dessus. Après, ces champignons, si on veut les vendre, si on veut en faire une production, il faut leur donner une source d'alimentation qui soit suffisante pour que le champignon il pèse du poids. Et le problème, c'est qu'avec le marc de café uniquement, on n'a pas une production suffisante pour en vivre, en fait. Donc c'est bien à vocation de recyclage ou de réutilisation de biodéchets, par exemple. Mais il faudra systématiquement le coupler avec autre chose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ma réponse. Merci. Merci à nos intervenants et intervenantes.